questions à la charge du public et on n'a pas de buzzer pour celui qui donne la première réponse. Et on n'a pas de cadeau non plus d'ailleurs. Il y a des pins, mais vous l'avez déjà eu. Alors, personne ne répond. Bon, vas-y, je t'en prie. Attends, prends le micro. Parce que l'auditoire Teams a besoin de savoir. Ça concerne en fait la gestion des environnements donc de déploiement, environnement de production, environnement de recettes, ce genre de choses. C'est ça, oui. Oui. Donc, on revient un petit peu plus en arrière. Je vais prendre la partie un peu plus théorique. Le DevOps a été développé en Belgique. Sur ce coup-là, on va faire Cocorico. Pour une fois qu'on peut le faire. Et donc, il y a deux équipes. Il y a les devs. Moi, j'ai pris ma petite casquette dev. Désolé. Ça y est, je vais devoir faire Ops. Bah, pas de chance. Et donc, il y a les devs qui, eux, ont leur méthodologie de travail. La méthodologie de travail est liée à l'agilité, à tout ce qui est Scrum, etc. Et de l'autre côté, il y a les Ops. C'est moi. Donc, tout ce qui est opérationnel. Donc, on parlait déploiement, effectivement. Tout ce qui se faisait, si j'ai bien compris, vu les demandes au niveau de la salle avant, donc pas chez vous, mais ce qui se faisait souvent manuellement, c'est-à-dire il y avait quelqu'un, on lui donnait, on avait fait une session là-dessus, on lui donnait des disquettes, de l'ancien temps, il arrivait et il mettait ça sur le serveur et commençait à faire son déploiement. Avec tous les problèmes évidemment qui peuvent surgir derrière ça, l'état de la disquette, la version qui se trouve dessus, est-ce qu'on a bien compilé la bonne version, est-ce qu'on a bien mis les bons packages, comment l'installer, enfin bref, vous voyez, il y a énormément de problèmes qui peuvent survenir. Et donc moi, en tant que dev, ma mission principale, c'est de faire des nouvelles fonctionnalités. J'adore faire ça, taper sur mon clavier comme un monkey et de regarder tout ce qui se passe. Et la première chose que je fais, c'est que quand j'ai fini, je prends ma petite grenade, je l'envoie au-dessus du mur, et Denis reçoit la grenade. Et j'attends pour voir si ça va exploser avec toujours le risque, on se pose toujours la question, la mise en production le vendredi soir, qu'est-ce qui va se passer pendant le week-end? Il y a un site exceptionnel pour ça, c'est est-ce que je peux mettre en prod aujourd'hui? N'hésitez pas à aller voir, est-ce que je peux mettre en prod.info? Et il y a des petites images assez sympas. Et donc, on est dans la partie CI/CD. Donc là, on a fait du DevOps. On va rentrer un peu plus dedans. On a la partie CI/CD, donc Continuous Integration, Continuous Deployment ou Delivery. Ça dépend un petit peu là où vous voulez vous situer. Continuous Integration, c'est la plus simple. La Continuous Integration, c'est juste se dire qu'on va compiler, on va créer un artefact. Cet artefact, on va vouloir le déployer quelque part. Et là, ça va être la responsabilité du Continuous Deployment ou Delivery. Je reviens un peu après sur la nuance. Pour se dire, voilà, on a un artefact, on va vouloir le déployer quelque part. Et là, je reviens sur ce que tu as dit. On est au niveau des environnements, donc le mieux c'est de se dire, et là c'est la partie professionnalisation, c'est on a un seul artefact, et on va garder cet artefact qu'on va faire transiter dans les différents environnements. La seule chose qui va changer, c'est la configuration. Un artefact, je dirais, pour simplifier, c'est vraiment un gros zip, moi je considère que c'est comme ça, donc un gros fichier qui va contenir tout ce dont on a besoin pour déployer. Et donc l'idée, ce qu'on veut faire avec le DevOps, et c'est ce qu'on va vous montrer avec les outils qui existent, c'est de faire ça, c'est d'automatiser toutes ces étapes-là. Pour rendre l'intervention humaine la plus faible possible, on va juste demander à un moment donné, à la limite, d'accepter, de valider, dire oui, ok, je suis d'accord, avec éventuellement un processus de validation, tout ça évidemment possible dans Azure DevOps aussi. Et ensuite, une fois qu'une ou plusieurs personnes auront donné leur accord, on aura un process automatique qui va envoyer tout ça sur le serveur, sur les serveurs, les différents environnements de développement, de test, d'acceptance, de production, de qualification, enfin bref, tout ce que vous pouvez avoir. Et donc, sur base de ça, qu'est-ce qui est le plus important au niveau du dev? Parce que moi, je reprends ma casquette de dev. C'est de se dire, comment est-ce que moi, en tant que dev, on sait que tous les devs ici dans la salle sont des gros fainéants, c'est de se dire qu'au moment où j'ai terminé mon code, qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, en tant que dev, le mieux, c'est de ne plus me soucier de quoi que ce soit. Et c'est là qu'on va parler d'automatisation. Et dans l'automatisation, on va simplement, c'est un développeur intelligent, c'est un développeur fainéant. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris à l'école. Et donc, sur base de ça, qu'est-ce que je vais simplement faire? C'est regarder, par exemple, dans une stack technologique. En tout cas, moi, je suis développeur .NET. La stack technologique, c'est facile. On va prendre le code, on va aller chercher le code. Une fois qu'on a le code, on va simplement faire un .NET Restore pour aller chercher les dépendances. Une fois qu'on a les dépendances, on va aller simplement compiler les codes. Une fois que le code est compilé, on va le tester. Et une fois qu'on a testé le code, on va simplement créer le zip, comme Denis l'a signé tout à l'heure, et le zip, il est prêt. Ouais, c'est ça. Et donc, pour tout ça, il y a des langages qui existent. On va le voir. Il y a notamment le YAML, Y-A-M-L, qui va permettre de faire ce genre, donc des fichiers de scripting, des fichiers de configuration, en gros, qui vont demander, contrairement à
fichier classique de voilà les actions à vouloir réaliser. Ça, c'est typiquement du VB-script anciennement, du JavaScript ou du PowerScript, du PowerShell qui permet de faire ce genre d'opération. Ici, dans le YAML, c'est plutôt définir quel est l'état auquel on veut aboutir. Donc, je veux obtenir un package qui contient ces informations-là, ces dépendances qui ont été restaurées, par exemple, et le système doit se charger d'arriver lui-même à cet état final. Ça va être un petit peu l'objectif du YAML. Et pour faire ça, le développeur, ce qu'il va avoir besoin, si tu changes les slides, c'est peut-être de créer d'abord un système de branches. Et ça, c'est un point qu'on voulait mettre absolument en avant et mettre en avant pour l'aspect du déploiement. C'est de se baser sur Git. Quasiment toutes les entreprises maintenant et toutes les organisations utilisent ce genre de système de gestion de code source. Et donc, c'est de se baser sur un système tel que celui-là. Là, il y a le système de GitHub Flow, par exemple, qui est utilisé. C'est-à-dire qu'on développe dans des branches de features, de développement, et ensuite, on va fusionner les différentes branches sur la branche principale. Parfois, c'est une branche développe qui est dédicacée au développement, ou sur la branche principale pour pouvoir ensuite l'envoyer quand c'est nécessaire en phase de test, en phase de production au final. Donc ça, ce sont vraiment... Il s'en va? Pourquoi il s'en va? Donc ça, ce sont vraiment les différentes étapes de Git qu'on va vouloir utiliser et qu'on va demander à tous les développeurs, dans la mesure du possible, de respecter tout ça. Vous retrouverez énormément d'informations sur Internet sur ça, par rapport à Gitflow, GitHub Flow aussi, c'est deux patterns, je dirais, qui sont majoritairement utilisés pour ça, et qui sont très utilisés parce qu'ils sont très robustes dans le déploiement, et en cas de problème, on a à tout moment la possibilité de, je ne vais pas dire de revenir en arrière, mais de savoir ce qui a été déployé pour pouvoir le corriger et l'adapter pour refaire une nouvelle version si nécessaire. Donc une petite branche de hotfix, comme on dirait, de correction rapide sur le système si c'est nécessaire, encore une fois. Voilà. Et ici, on est encore dans la partie un peu plus mise en place, mais quand on veut parler de professionnalisation, ce qui est important aussi, c'est de se dire que on doit le code. Moi, je viens d'un avant, enfin, une de mes précédentes missions, c'était de faire dans le secteur bancaire, Worldline, Ingenico. Mais la contrainte qu'on avait, c'était de voir un review de code. Donc, les outils que vous choisissez, que ce soit GitHub, la suite Atlassian ou Azure DevOps, il faut prendre en considération de mettre en place des branches security, des branches policy, c'est comme ça que ça s'appelle dans Azure DevOps, pour venir bloquer votre branche principale, donc la master par exemple ou la main, ça dépend comment vous l'appelez, et sur base de ça, de simplement vous dire, OK, avant que mon code n'arrive sur la branche principale, je veux que quelqu'un vienne mettre son cachet, un gros cachet rouge ou un gros cachet vert, pour être sûr que le code soit bon. Donc on va faire ce qu'on appelle du pull request. Si personne n'est d'accord avec le code que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la merde. Clairement, ça m'arrive souvent, puisque je suis dev. Et donc, et fainéant. Et fainéant. C'est vrai qu'à ce niveau-là, GitHub, tu cumules. GitHub Copilot m'aide beaucoup pour le moment. Ah ouais. Et donc, sur base de ça, qu'est-ce qui est important? C'est surtout aussi avoir une vision qui est beaucoup plus en retrait par rapport au code. C'est vrai qu'un développeur a son ego. Clairement, malheureusement, ça fait partie de la vie du développeur. Mais dans l'industrialisation et la professionnalisation, ce qui est important, c'est surtout de se dire qu'il faut avoir des standards. Donc, on parle ici de standards au niveau du CI/CD, mais aussi au niveau du développement. Et là, c'est aussi très important de pouvoir être alignés tous ensemble parce que le DevOps, c'est aussi une histoire de communication. Si on ne communique pas, à ce moment-là, le problème, c'est que simplement, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Et là, on rentre simplement en conflit et c'est super drôle à regarder. De l'extérieur, évidemment. À l'intérieur, malheureusement, les pop-corns, on se les jette au visage alors que de l'extérieur, on commence à les manger. D'ailleurs, il y a des pop-corns sur le stand MTG. Je tiens à préciser parce que j'en ai mangé des générations et j'ai envie d'y retourner tout de suite. Donc, j'ai rien à dire sur les pop-corns. Ah merde. Et donc, ça y est, on a choisi une branch politique, enfin, on a choisi une façon de pouvoir gérer son code, le source control. On va pouvoir se mettre de la politique derrière. Donc, au niveau du YAML, donc le YAML, c'est un format de fichier qui vous permet de déclarer simplement les différentes fonctions que vous voulez mettre en place. On ne va pas faire de la démonstration ici. Ça, c'est le templating. On reviendra après pour comment mettre ça en place. On n'aura pas le temps aujourd'hui, malheureusement, qu'il n'y a qu'une demi-heure. Par contre, si ça vous intéresse de voir comment on met ça en place, on sera disponible après sur les stands du MTG. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et avec vous, on partagera pas mal de conseils qu'on a déjà fait ou mis en place qu'on a déjà mis en place. Tu dis c'est du templating, mais globalement, ça, c'est un fichier YAML. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà vu. Quand je disais un fichier, en gros, de configuration, c'est ça. Il existe depuis des années différents formats. On avait l'XML, enfin les points .ini pour les plus anciens comme moi. Les XML, les JSON sont arrivés. Vous avez maintenant les fichiers format YAML. Format YAML, il utilise des petits tirets pour pouvoir faire les indentations et des espaces pour pouvoir positionner les différents éléments. Donc quelque chose qui se trouve à 4 espaces du bord est sous-élément de quelque chose qui se trouve à 2 espaces.
tout simplement. Et ensuite, c'est juste donner des mots-clés, 2 points, une valeur. Donc un nom, on donne le nom du job, par exemple, qu'on va vouloir exécuter ou qu'on va vouloir créer. Ensuite, on donne la liste des différents paramètres. Donc voilà, on a simplement des outils pour pouvoir mettre tout ça en place. On peut les écrire, et c'est ça l'intérêt surtout de faire ce genre de fichiers, c'est qu'on peut les écrire en termes de code en quelque sorte, avec des outils classiques d'écriture de code, mais dans Azure DevOps, vous avez également des outils graphiques qui vont vous générer cette partie-là. Alors souvent, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le paramétrage si on utilise le texte, mais vous avez la possibilité aussi de le faire de manière graphique, de manière quand même assez simple, surtout quand on commence, quand on débute ou qu'on n'a pas nécessairement toutes les ficelles derrière ça. Ça équivaut aussi dans GitHub. Pour ceux qui font des GitHub Actions, on arrive à peu près à la même syntaxe. Il faut juste savoir que chez Microsoft, ils sont tordus puisque le moteur derrière, c'est le même pour GitHub Actions et pour Azure DevOps. Sauf que la syntaxe n'est pas la même. Cherchez à comprendre. C'est parce que je ne travaille pas chez Microsoft que je peux dire ça. Moi, j'ai rien dit. Et donc, vous allez mettre en place votre build, ça va vous permettre de quand même pas mal faire de choses, que ce soit dans GitHub Action ou dans Visual Studio, Azure DevOps, pardon. Il y a un éditeur qui vous aide pas mal à faire du drag and drop, c'est assez complet. Malheureusement pour ceux qui font du Azure DevOps et heureusement pour ceux qui font du GitHub Action est beaucoup plus fourni puisque la communauté est beaucoup plus active. Dommage, on est là pour vous vendre du DevOps, c'est dommage, on a déjà raté un truc. Le principe est de toute façon similaire, hein, l'un ou l'autre. Encore une fois, il y a quelques mots-clés qui changent, mais l'idée est la même. Un point aussi, c'est que c'est un vrai fichier, ça, c'est un fichier extension.yaml, donc il va être également archivé, si je peux dire, dans Git, et il va être traité, historisé de la même manière. Donc s'il y a des évolutions en termes de comment déployer votre environnement, votre développement, vous allez pouvoir revenir en arrière pour effectivement soit rollbacker, revenir, ou bien faire des corrections, ou bien adapter tout ça comme on le souhaite aussi. C'est ça. Et donc, au niveau du fichier, on va aussi mettre des triggers, donc des déclencheurs, comme vous allez pouvoir le voir en haut du fichier à gauche. Donc les triggers, vous en avez plusieurs, que ce soit dans Azure DevOps ou GitHub, ça équivaut à la même chose. Donc vous allez avoir simplement on commit, donc quand il y a un commit qui est fait sur une branche. Donc là, vous allez avoir du branching, par exemple ici, pour tous les commits qui arrivent sur features, ça va générer un build, ça va en tout cas engendrer tout ce qui se passe en dessous. Vous allez avoir du pull request aussi, vous allez avoir des triggers qui sont lancés avec un cron, donc si jamais vous voulez faire ça tous les soirs à X temps, tout ça c'est possible. Je vous renvoie vers la doc, je vous donnerai des liens si jamais vous le souhaitez, pour tous les triggers. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est que, et c'est là le templating, là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est qu'on peut mettre du conditionnel aussi. C'est-à-dire que, je passe dans le suivant, hop. On peut mettre du conditionnel. Donc au niveau du conditionnel, c'est de se dire qu'on va avoir certains événements qui vont, enfin certains jobs, certaines routines qui vont être exécutées uniquement par rapport à des variables. Et donc, on va aller un peu plus loin, c'est qu'on va aussi avoir la possibilité de pouvoir, quand vous faites du Azure DevOps ou du GitHub, vous pouvez avoir plusieurs repositories. Et c'est là où on voulait en venir aujourd'hui, c'est que une bonne pratique, c'est de créer un template globalisé pour toute votre entreprise. Si vous faites du .NET et que la solution globale au niveau, donc les fichiers sont dans un répertoire SRC ou source, peu importe le nom, que vous êtes toujours dans la même façon d'attaquer un build, vous pouvez créer un template. Et donc comment on fait ça? Simplement, on va créer un nouveau projet, enfin un nouveau repository quelque part dans votre Azure DevOps ou dans votre GitHub, et vous allez pouvoir simplement, lors du build, dire j'ai besoin d'une ressource supplémentaire. Donc là, ça se passe... Hop. Ici, je vais y arriver, désolé si on ne voit pas bien. Voilà, c'est ici, c'est dans cette zone-là. Voilà, je retire ça, c'est plus facile pour vous maintenant. On va simplement dire, je veux inclure un repository supplémentaire. Donc, je vais inclure ce repository-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Azure DevOps ou GitHub, les deux font la même chose, va simplement les télécharger. Donc, on va faire un git clone des deux repositories et vous allez pouvoir réutiliser le fichier YAML qui était présent dans le repository distant. Donc, vous allez avoir votre code source, le repository 1 qui sera par exemple votre code source, le repository 2 qui sera votre template, et sur base du repository 2, vous allez avoir toutes les instructions que vous souhaitez avoir. Et dans votre fichier, dans votre repository 1, vous allez avoir simplement un appel, une inclusion. C'est pour ça que vous avez la partie stage qui se trouve en dessous qui dit « Je veux utiliser un template ». Le template, c'est le fichier .NET, enfin ici, dans ce cas-ci, c'est .NET/template.yml. Ce .NET.template contient plein de paramètres. Donc, c'est tous les paramètres qui peuvent être ici. Ici, c'est une vision des choses qu'on peut avoir. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez pouvoir aussi créer toutes des stages basées sur des variables que vous allez mettre au fur et à mesure. Donc, je vais prendre un cas concret. Dans une de mes précédentes missions, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait des projets qui étaient
entièrement back-end, où c'était juste des API, et des projets qui étaient à destination de front-end avec une API intégrée avec du Angular ou du React. Et donc, sur base de ça, la construction de l'artefact n'est pas le même, dans le sens où, quand vous êtes en pur .NET, il n'y a pas besoin de faire de NPM. Ce machin-là prend trop de temps, c'est pas nécessaire. Alors que quand vous êtes dans du front, le NPM install est nécessaire, le restore, tout ça prend du temps, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le stage. Et en se basant sur le conditionnel build versus runtime, parce que vous avez la possibilité de pouvoir interagir à la construction du YAML et aussi lors de l'utilisation. C'est ce qui se passe ici. Donc la construction du YAML, c'est la deuxième syntaxe. J'ai fait l'inverse, désolé. J'ai inversé dans le slide. Donc le build time avec le dollar accolade, c'est construit au moment de la construction du YAML. Parce que le YAML va être interprété une première fois et puis va être exécuté. Lors de l'interprétation, vous allez avoir la première qui va être remplacée. Même chose pour la conditionnelle qui est ici. Et si, par exemple, la conditionnelle ici est fausse, retournée fausse, à ce moment-là, le job ne va même pas apparaître dans le build, ce qui va vous permettre de gagner des petites secondes. Pourquoi des petites secondes ? Dans la liste des étapes. Pourquoi des petites secondes ? Parce que simplement, quand vous avez une condition, parce que vous pouvez ajouter condition, que ce soit en GitHub ou en Azure DevOps, la condition va quand même être exécutée lors du build time. Et donc, vous allez perdre 1 à 2 secondes. À l'échelle d'un build, c'est pas trop grave, mais quand vous êtes dans une entreprise, que vous avez 15 équipes qui travaillent en parallèle sur base du même template, 15 secondes, 1 à 2 secondes x 15, plus le nombre de commits par personne qui sont dans l'entreprise, ça va continuer à grandir, à grossir. Après, quand vous avez un agent on-premise, c'est pas trop grave, parce que vous pouvez avoir des agents on-premise. Mais si vous êtes sur des agents partagés Microsoft, c'est à la minute de compilation, ou c'est simplement, pour un peu rationaliser les coûts, on est simplement à se dire, on va prendre 2 ou 3 agents maximum. Mais si on perd 15 secondes par-ci, 15 secondes par-là, à ce moment-là, c'est les développeurs qui se mettent en grève, parce que simplement, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ouais. J'ai presque fini. Tout ça pour dire, si j'essaie juste de résumer tout ce qu'il a dit en plus que 2 fois 15 secondes, c'est juste dire qu'effectivement, si vous créez, je dirais, un fichier ou un projet de fichier YAML et que vous utilisez ce vrai projet-là, ces vrais fichiers-là, pour pouvoir faire toutes les compilations, toutes les phases de compilation et de déploiement au sein de votre entreprise, vous allez gagner énormément de temps. Si vous avez besoin de rajouter des fonctionnalités, vous les adaptez. Et c'est un projet que vous faites vivre. C'est un vrai métier. C'est vraiment maintenant de ce métier DevOps, on en parle depuis des années, mais c'est vraiment le cas maintenant dans les entreprises. Vous avez des gens qui ne font, entre guillemets, que ça, qui ne font que la création, la modification, le suivi, parce qu'évidemment, il faut voir si tout ça fonctionne derrière aussi, pour que les développeurs aient le moins de problèmes possible, que tout soit automatisé, soit facile à faire et puissent vivre de manière très, très, très simple. Et en se basant sur ce genre de template, l'avantage, c'est aussi l'évolutivité. Si vous avez chacun votre propre build et que vous voulez rajouter SonarQube, par exemple, pour un analyseur de qualité ou un OWASP 10 Analyzer, à ce moment-là, vous le faites qu'à un seul endroit et tout le monde va pouvoir en profiter en même temps. Alors qu'à l'opposé, si vous avez 15 équipes, chacun a leur propre build, vous devez à chaque fois faire un commit, 2 commits, 3 commits dans chacun des repositories avec toute la gestion des branching, alors qu'ici, vous êtes un peu plus tranquille. Et sachant qu'on oublie à ce moment-là certains fichiers à certains endroits, d'une fois à l'autre, l'année dernière, je ne sais plus ce que j'ai fait, etc. Et tant que tu parles d'avantages, peut-être que le slide suivant, on a repéré un petit peu toute une série d'avantages et de points intéressants, qu'on trouve nous intéressants, vous allez nous dire, puisque c'est une table ronde, mais jusqu'à présent, c'est beaucoup de ce côté-ci de la table que ça parle. Voilà quelques avantages qu'on trouve, nous, intéressants dans l'utilisation d'Azure DevOps. On en a parlé. C'est évidemment l'aspect premier d'Azure DevOps, c'est l'automatisation. Donc, limiter les interventions humaines à créer des scripts de création, de mise à jour, de suivi. Ensuite, c'est d'améliorer, Adrien va justement le citer, c'est d'améliorer la qualité du code et des livrables. Il existe des outils, il existe des extensions, des analyseurs de code qui vont analyser la qualité même du code source créé par les développeurs, voir s'il a été écrit correctement. Et vous avez la possibilité aussi de voir des analyseurs de code en termes de sécurité. Voir si, par exemple, je prends un cas, vous avez une base de données de type SQL, est-ce qu'il n'y a pas dans le code source créé des injections de code SQL qui risqueraient potentiellement de poser problème plus tard dans l'utilisation du code. Tout ça existe, tout ça est disponible, soit en natif, soit via des extensions directement disponibles. On parlait de GitHub ou d'Azure DevOps. En gros, c'est juste les activer, juste les choisir pour pouvoir les mettre en place et obtenir des résultats avec des warnings, voire des erreurs. C'est vous qui configurez, évidemment, si vous voulez que le processus soit bloquant ou pas, en fonction du niveau de criticité, on va dire, de sécurité.
C'est ça, effectivement. Et là où ça devient intéressant, c'est aussi de choisir son outil par rapport à ce qu'on veut faire au niveau de la qualité. Et dans la qualité, on parle aussi de tout ce qui est vitesse de déploiement. Ça, c'est important de pouvoir garder ça à l'esprit parce que dans le DevOps, il y a des métriques qui sont largement oubliées. C'est par exemple le MTTR, Mean Time to Restore. Qu'est-ce qui se passe en prod quand vous êtes en train de déployer et que ça plante? Combien de temps il vous faut aujourd'hui pour revenir en arrière? Ou alors une qui est assez intéressante et qui est parfois même trop sous-estimée, c'est le MTTD, c'est Mean Time to Deploy. C'est de savoir combien de temps, au moment où le développeur soit a écrit sa ligne de code ou soit a remonté son code, en combien de temps le code arrive en production. Et quand je parle de production, c'est à passer déjà tous les autres environnements. Dans ce cadre-là, je vais vous donner un exemple concret d'une autre mission et je ne donnerai pas de client ici. Il fallait 9 mois pour un développeur pour voir son code en prod parce qu'il y avait des standards de qualité, il y avait des merges de requests, etc. C'était totalement le carnage. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau de l'agilité, enfin au niveau du time to market, autant dire que la concurrence allait plus vite que nous. Donc, il ne reste que quelques minutes. Un point que moi j'ai souhaité mettre, c'est le troisième qui est là, qui est un point que je trouve indispensable et que j'ai remarqué en discutant régulièrement avec toute une série d'entreprises. C'est pas toujours le cas. Il faut absolument que les binaires que vous générez, que vous compilez, soient identiques, quels que soient les environnements qui se trouvent derrière. J'ai régulièrement vu où on compile pour le développement, l'environnement de développement, puis on fait une compilation pour l'environnement d'acceptance ou de qualification, et puis une compilation pour l'environnement de production. Même si c'est le même code source qui a été compilé, il n'y a aucun rapport, aucun effet pour dire que c'est le même résultat que vous obtiendrez. Il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir entre les deux. Donc, et c'est comme ça qu'Azure DevOps est fait. Vous avez une rubrique Build dans Azure DevOps qui a l'aspect compilation. Vous générez un binaire, on parlait d'un artefact tout à l'heure, donc un gros zip, donc la DLL, l'exécutable, les fichiers, si c'est du JavaScript, un fichier JS ou min.js, et puis vous prenez cet élément-là, cette DLL, ce binaire, etc., et vous avez une deuxième étape qui est le déploiement, et vous l'envoyez à ce moment-là sur le serveur. et pour donner un exemple concret, qui a assisté ce matin en Clash? Ok. Il faut savoir que ce soit Java ou Node, il n'y a aucune garantie que les packages restent en vie. Et donc, vous pourriez aujourd'hui faire votre environnement de dev, enfin, vous pourriez déployer en dev, demain recompiler pour aller en test. C'est pas certain que votre release soit exactement la même parce que si le package a disparu ou simplement une version a été bumpée, vous prenez vos pieds, vos jambes et vous essayez de courir loin, loin du manager. Non, par rapport à ça, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a la vitesse de déploiement dont on a parlé, qualité de post-déploiement aussi. Et je pense que c'est le dernier point. On peut poser, il y a peut-être des questions, parce qu'il nous reste 2 minutes. Après, on peut le faire en off, si vous voulez continuer en off. Ça, c'est les outils, de toute façon, on en a déjà parlé, hein, les outils d'analyse, de déploiement, etc. Alors moi, par exemple, j'ai une question. Par exemple, dans une de mes missions, en fait, il voulait mettre en place un environnement un déploiement continu. Sauf que, par exemple, moi, j'étais en Entity Framework avec Code First. Donc le souci, c'est que dès le moment où en fait on veut compiler, qu'il faut faire un add migration et update database, en fait ça peut casser la base de données et une fois que c'est déployé, on peut perdre des données. On fait comment dans ce cas-là? Alors à ce niveau-là, au niveau Entity Framework, il y a tout ce qui est configuration lors du déploiement. On peut utiliser la CLI pour le faire. Donc on peut le faire en code first, on récupère la data migration, ça se fait tout seul. Et après, lors du déploiement, on peut venir mettre la migration automatique. Mais on peut aussi, dans Entity Framework, c'est dire que je veux récupérer le script pour ne pas le faire automatiquement par le système, mais de le faire manuellement, pour au moins avoir de la sécurité supplémentaire. De générer un script et d'utiliser le résultat de génération, donc le fichier SQL de génération de script d'Entity Framework, pas lui demander de l'exécuter directement, mais de le récupérer et d'avoir, en gros, c'est le résultat, ce que je disais, l'artefact tout à l'heure, c'est ça, quoi. C'est vraiment le résultat qu'on veut avoir pour pouvoir ensuite l'exécuter dans l'environnement. Maintenant, si tu veux un bon conseil, Entity Framework Code First, c'est super cool pour les petits projets, mais quand le projet commence à grandir, malheureusement, c'est... Oui, mais... Alors, tu peux présenter souvent soumis par rapport aux contraintes du client aussi, de toute façon. Donc après, on essaie de trouver les solutions. Maintenant, on essaie d'avoir la meilleure direction, donner les bonnes pratiques. Et effectivement, il y a toujours les contraintes qui sont parfois bonnes, parfois pas. Mais bon, il peut y avoir d'autres contraintes derrière, que ce soit financier ou autre. On est conscient de ça aussi. Malheureusement, on a les mêmes problèmes. Maintenant, pour l'éveil personnel, si tu veux, il y a DACPAC,
qui est un projet qui existait avant avec Visual Studio 2015-2017 et qui a été revu au niveau communautaire. Et c'est un Hollandais qui l'a développé, qui l'a revu pour .NET Core et .NET 6. Donc c'est DACPAC, D-A-C-P-A-C, qui permet de faire des migrations environnement par environnement avec simplement l'écriture en SQL à la base. Oui, autre question? Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport aux variable groups sur Azure DevOps. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à la traçabilité? Parce qu'actuellement, en fait, voilà, lorsqu'on modifie quelque chose dessus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. Donc, Alors, à ce niveau-là, ce qui est important, c'est toujours de regarder au niveau du source control. Et contrairement à GitHub, parce que GitHub malheureusement n'a pas de gestion liée aux tâches, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de pouvoir mettre du tasking au niveau de tout ce qui est board. Donc de dire on va créer une tâche pour dire voilà, je suis en train de développer un truc, voici ce que j'ai développé au niveau de la tâche. Et Azure DevOps va vraiment faire le lien complet lorsqu'on fait un build et un déploiement pour assigner automatiquement la tâche. Ainsi, il y a vraiment une traçabilité de ce qui a été développé. Malheureusement, la tâche, on lui fait dire ce qu'elle veut, tout ce qu'on veut. Donc là, à ce moment-là, tu peux dire blabla, voici ce que j'ai développé, mais grâce à ça, au niveau du code, tu as quand même un suivi pour savoir jusqu'où tu vas. Est-ce que ça répond à ta question? Ah, les gestions de variables, excuse-moi, je n'avais pas compris. Donc la gestion des variables, elle est super bien faite si tu n'utilises pas Azure DevOps. Le mieux, c'est d'utiliser les... Ah, je ne sais plus le nom. Dans Azure, pour tout ce qui est clés stockées. Key Vault. Les Key Vault. Donc, les variables groupes sont bien pour quand tu as des projets que tu veux utiliser les mêmes, comment dire, les mêmes variables par rapport à différents builds ou releases différentes. Le seul problème, c'est que au niveau du, c'était quoi le problème? Au niveau de la modification, il y a pas l'historique, il est visible, mais c'est du JSON qu'il faut aller chercher dans le CLI. Donc il y a moyen de le récupérer, mais c'est super compliqué. C'est pour ça que le Azure Key Vault est beaucoup plus performant là-dessus, parce qu'on a vraiment la traçabilité complète, plus de la granularité voilà, pardon, par rapport à qu'est-ce qu'on donne comme droit. Parce que dans les variables, on va aussi mettre tout ce qui est connection string ou des choses un peu plus touchy. Oui. Pour tout ça, la sécurité sur ça, donc chaîne de connexion, mot de passe évidemment, dont on a besoin à un moment donné pour se connecter. Azure Key Vault, là, c'est vrai que c'est l'idéal. Vous avez des accès sécurisés. Avec des certificats d'accès, etc. Vous pouvez modifier, vous pouvez avoir une historique de ce qui a été adapté, donc c'est plus simple. Ouais. D'autres questions? Bonjour, je veux mettre, j'ai une base de données SQL chez moi et je veux elle existe déjà depuis longtemps, elle a tout son historique. Et du coup, je veux commencer à faire de la CI/CD dessus. Quelles sont les différentes stratégies possibles pour les gens qui avant ne faisaient pas du tout de CI/CD et maintenant qui vont commencer à en faire et du coup à bien arriver à déployer en dev via tes produits, ainsi de suite. Alors oui, chez Microsoft, il y a effectivement DACPAC qui est en gros, un peu ce que je disais avec le YAML tout à l'heure, c'est-à-dire l'état de la DB, c'est-à-dire DACPAC fait un comparatif. DACPAC, on lui donne, voilà ma base de données de destination, ce que je veux obtenir comme résultat. Et DACPAC, quand on l'exécute, il va prendre la base de données de destination sur laquelle on veut l'exécuter et il va se charger de faire la différence entre les deux pour envoyer tous les scripts. Dès qu'il y a le moindre doute, la moindre erreur de perte des données, de perte des colonnes ou quoi que ce soit, automatiquement, il va bloquer. Et là, il y a des options qui permettent de réagir, de forcer, etc. Donc ça, c'est un premier point. C'est l'aspect DACPAC. Je pense que, en tout cas, moi, dans la majorité des projets, c'était largement suffisant pour pouvoir résoudre et automatiser tous les processus. Mais ça demande quand même une petite maîtrise, une compréhension de comment fonctionne l'outil. J'ai un exemple après, si tu veux. Il y a peut-être juste encore, il y a un autre outil là qui n'a rien à voir avec Microsoft et avec les outils que nous on a déjà utilisés, c'est les outils de RedGates. C'est RED, je crois qu'il y a un tiret, gates.com, je pense, qui possède des outils de développement. Donc nous on l'utilisait notamment SQL Prompt et ils sont spécialisés dans tout ce qui est effectivement comparaison, gestion de base de données. Donc on peut comparer 2 DB ensemble et avoir vraiment un différentiel, comme un guide diff quasiment entre les deux. Et ils ont énormément d'outils, notamment sur tous les aspects de déploiement aussi. Donc si c'est vraiment un point d'achoppement, un point de problème, je dirais que ça peut, à mon avis, porter une solution. C'est évidemment payant, comme les autres outils, mais ça apporte des solutions. Voilà. DACPAC est gratuit, enfin DACPAC est compris dans les suites de Microsoft. DACPAC est gratos, ouais. On va devoir y arrêter maintenant, parce que la régie nous dit stop, vous avez éclaté le temps, 4 minutes, on va devoir payer nous-mêmes de notre poche la régie. Oui, mais ils sont continués à parler et voilà. Ils vont faire quoi? On vous remercie. Allez, venez les gars. On vous remercie en tout cas d'avoir assisté à la session. Si vous avez des questions, on reste après. Et merci à vous en tout cas. Merci.